Bonjour Thierry Ripoll, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Mais merci, j'en suis très heureux. On s'était déjà rencontrés donc pour la sortie de Pourquoi croit-on? C'était un vrai plaisir. On devait faire une vidéo, on en a fait trois et c'était parce que voilà, vous étiez très intéressant. Donc, je me suis permis là de vous réinviter pour la sortie de votre nouveau livre qui est en fait sur la destruction de la planète. Vous tentez de trouver une explication de pourquoi l'être humain semble assez démuni en fait pour réagir face à cette nouvelle situation où on se rend compte tout simplement qu'on n'aurait peut-être pas assez de ressources pour continuer comme on a fait depuis 200 ans, quoi. Est-ce que j'ai bien introduit le livre? Oui, c'est ça. En fait, il me semble que les explications que l'on donne généralement sur, on va dire, la crise environnementale actuelle sont très superficielles. D'accord. Et ce que j'ai voulu faire, c'est un peu aller au-delà du discours courant que l'on a sur ce sujet-là, notamment en essayant de comprendre ce qui, dans le fonctionnement de notre cerveau, de notre psychisme, nous conduit à cette situation-là, et aussi comment la société, l'organisation de notre société, quelque part, exploite le fonctionnement du cerveau et nous renforce dans cette orientation destructrice. Voilà. Mhm. Et juste, je préfère le dire tout de suite parce que je sais que c'est sujet à polémique. J'ai écrit il y a 2 semaines, enfin j'ai plutôt été interviewé avec Sébastien Boller par Elisabeth Berthoud, qui a rédigé un article dans Le Monde qui a suscité pas mal de réactions. D'accord. Pourquoi? Parce que comme je mets l'accent sur les propriétés du cerveau, de notre fonctionnement cognitif, comme cause de la destruction de la planète, Mhm. beaucoup de personnes considèrent que je tombe dans le travers de déresponsabiliser la société Mhm. en admettant que finalement, le responsable de tout ça, c'est notre cerveau. Mais Oui, et qu'on ne déjà, serait pas capable de faire autrement, quoi. voilà, mais déjà, notre cerveau, c'est nous. Donc, Hmm. moi, je suis un dualiste, vous le savez. Donc, notre cerveau, c'est nous. Donc, bien sûr, nous avons la responsabilité. Et je considère que, bien évidemment, l'organisation politico-économique de notre société est totalement responsable de cet état de fait, mais il faut comprendre la relation qu'il y a entre les deux. Voilà. D'accord. Et donc, les explications strictement biologisantes qui consistent à dire c'est le fonctionnement du cerveau qui est à l'origine de tout ça, c'est insuffisant. Mhm. Mais l'explication, je dirais, culturelle ou strictement politique qui consiste à dire c'est à cause du capitalisme que l'on en est là, c'est aussi une explication partielle. Moi, je veux prendre en compte à la fois ce qu'il y a de biologiquement déterminant dans notre fonctionnement et Mhm. ce qui est politiquement déterminant dans notre fonctionnement. Voilà. Oui, Je préfère le dire pour qu'on ne caricature pas mon propos. bien sûr, c'est entendu. Et puis, ce qu'il y a peut-être de destructeur dans le capitalisme est peut-être aussi la même chose que ce qu'il y a, ce qui nous rend destructeurs de la planète. Oui, oui, c'est-à-dire que, bon, alors on va l'expliquer progressivement. Je considère que le capitalisme est une forme d'organisation de la société qui n'est pas totalement contingente. C'est-à-dire qu'elle entretient un lien particulier avec le fonctionnement de notre cerveau. Et c'est pour ça qu'elle a si bien réussi, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle se répand sur la planète entière. Voilà. D'accord. Donc, la conjonction de ces deux éléments qui sont à l'origine du problème que nous rencontrons. OK. Et tout ce que je le développe dans le cadre d'une approche dite évolutionniste, donc Mhm. assez darwinienne, qui consiste à montrer que notre cerveau a évolué progressivement, hein, ça s'est fait sur des millions d'années, pour atteindre un état qui était parfaitement adapté à ce qu'était notre environnement jusqu'au Paléolithique. D'accord. Et au moment de la révolution néolithique, donc il y a à peu près 10 000 ans, lorsqu'on est passé du stade de chasseur-cueilleur au stade d'éleveur et agriculteur, il y a eu un bouleversement gigantesque de notre société. On a fait évoluer notre société, donc on a fait évoluer notre environnement, et notre fonctionnement, qui était parfaitement adapté à l'environnement du Paléolithique, n'est Mhm. plus adapté à l'environnement que nous avons créé aujourd'hui.
D'accord. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on serait plus adapté? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va juste déjà poser une chose qui me paraît absolument fondamentale, Je t'en prie. c'est que le vivant, ce qui distingue du vivant de l'inerte, hein, Mhm. tout organisme vivant, a toujours un objectif qui est bien sûr totalement inconscient, qui est de survivre et de procréer. C'est comme ça que fonctionne le vivant. Et D'accord. tous nos comportements ont une cause qu'on appelle distale, c'est-à-dire dont on n'a pas conscience qui est éloignée. Et cette cause distale, c'est la volonté que nous avons tous de survivre et de Mhm. progresser. Ce qu'on appelle Et l'instinct de survie et l'instinct de reproduction. Et donc, voilà. absolument. On est en quelque sorte tous un peu esclaves de l'espèce. Quand on croit qu'on a envie de faire, qu'on a faim, c'est tout simplement l'intérêt de l'espèce qu'on survive. Et quand on croit qu'on a envie de telle personne, c'est aussi l'intérêt de l'espèce qu'il y ait un petit bébé parce qu'on n'est pas des êtres éternels et que dans 100 ans, on sera mort. Voilà. Et donc, en fait, tout être vivant, compte tenu de ces deux objectifs que je viens de rappeler, Mhm. euh, est quelque sorte conçu pour croître démographiquement, pour la plupart des espèces, mais on peut croître autrement que démographiquement. Par exemple, on peut croître économiquement, hein. D'accord. Alors, en général, dans l'environnement naturel, ça ne pose pas de problème, parce que les interrelations entre les espèces dans un écosystème donné Mhm. euh, ont évolué sur des centaines de milliers ou des millions d'années, et chaque espèce, finalement, limite la croissance des espèces qui sont Oui, concurrentes. C'est comme ça que ça ou le milieu, c'est-à-dire si à un moment il n'y a plus de nourriture parce qu'il y a trop de se fait. tel poisson qui s'est développé, il meurt de faim et puis ça se Bien régule. sûr. Voilà, voilà. Hmm. Donc ça, c'est clair. Le problème, c'est que du fait de nos capacités cognitives exceptionnelles, Mhm. on a eu les moyens d'intervenir massivement sur notre environnement D'accord. au point de pouvoir croître à la fois en termes démographiques et en termes économiques d'une manière qui est absolument hallucinante. C'est quelque chose qu'on n'a jamais observé dans l'environnement naturel. Hmm. On n'est plus vraiment en compétition avec les autres espèces, on les exploite. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est confronté à finalement notre réussite. Notre Hmm. réussite d'un point de vue darwinien, d'un point de vue évolutif, c'est qu'on est parvenu à croître d'une manière absolument incroyable. Mais le problème, c'est que ces forces évolutives sont aveugles. Il y a pas derrière ça, il n'y a Hmm. pas de quelqu'un qui organise. Ce sont des forces qui fonctionnent de cette manière-là vers la croissance. Et donc, ces forces-là n'ont jamais pu prendre en compte les limites de la planète. Et Mais nous sommes aujourd'hui confrontés à ce problème-là, les limites de la planète. Mais finalement, est-ce que c'est pas la deuxième hypothèse dont je parlais tout à l'heure, où c'est finalement le milieu qui va nous contraindre à réduire la population, comme n'importe quelle espèce de poisson qui se serait trop reproduit dans un lac dit qui n'aurait plus de nourriture, et petit à petit, l'espèce disparaîtrait, et à la fin, il en resterait quelques-uns, mais qui, pour le coup, eux, peuvent survivre parce que en attendant, la nourriture s'est reconstituée, ce genre de choses. Quelle Oui, différence il y a vraiment entre l'humain et les autres espèces dans ce cas-là, et les autres espèces aucune. parasites? Aucune, malheureusement. Bien, aucune, malheureusement, parce Oui, que il pourrait y avoir une différence, et il y en oui. aura peut-être une, parce que nous avons aussi une partie du cerveau qui est quand même extrêmement évoluée, notamment le cortex préfrontal, qui Mhm. nous permet de planifier à long terme, qui nous permet de comprendre notre monde et qui nous donne une maîtrise et une compréhension de notre univers que n'ont pas des rats, des lapins ou des souris. Hmm. D'accord. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, nous fonctionnons plutôt comme des rats, des lapins et des souris malgré toute l'intelligence dont nous disposons, dont nous Hmm. pouvons faire preuve dans des tas de secteurs de notre vie, au regard des limites de la planète, malgré la sophistication apparente, nous fonctionnons comme des rats, des souris et des lapins. Mais Alors, est-ce bien qu'il y aurait sûr, pas, j'ai une petite question juste là-dessus. pour prolonger ce point-là, bien D'accord. sûr, vous avez raison. Il se peut que, c'est pas qu'il se peut, c'est qu'il est évident qu'à un moment donné, nous allons être atteints dans notre croissance par rapport à ces limites de la planète que nous sommes en train de franchir et qui vont, pour parler vulgairement, nous revenir dans la gueule. Ça, c'est Hmm. clair. Mais
je pense que intelligemment, si on arrive à faire fonctionner notre cortex préfrontal un peu davantage que d'autres structures plus archaïques de notre cerveau, à ce moment-là, on peut anticiper sur ce phénomène-là et parvenir à maintenir une vie relativement harmonieuse, heureuse, etc., sans être confronté au choc que va représenter le fait de buter contre les limites de la planète. Et donc, plus on attend le moment de réguler notre comportement, c'est-à-dire d'arrêter de fonctionner comme des rats, des souris, des lapins, Mhm. plus le choc sera dur Ouais. et potentiellement catastrophique. Moi, je n'exclus pas effectivement une forme d'effondrement. Ça ne veut pas dire une disparition de l'espèce humaine, hein, encore que nous en ayons le pouvoir compte tenu de nos capacités cognitives, mais Mhm. nous pouvons connaître un effondrement qui peut être quand même extrêmement douloureux. Et puis, il faut quand même ajouter un point qu'on peut considérer comme secondaire, mais comme je trouve ma planète belle, je ne la considère pas comme secondaire, c'est que ce faisant, nous faisons disparaître énormément d'autres espèces animales autour de nous. Si je me rappelle bien des chiffres, c'est plusieurs, je crois que c'est 24 000 espèces qui disparaissent chaque année. C'est D'accord. énorme. Mhm. Alors que quand, par exemple, on introduit une espèce invasive sur une île, par exemple un rat ou des chèvres, eh bien, les chèvres vont détruire une partie de l'écosystème de l'île, mais ça va s'arrêter à l'île. Nous, notre île, c'est la planète. Et D'accord. donc, beaucoup plus gênant, sachant que la reconstitution de la biodiversité, une fois qu'une catastrophe écologique a eu lieu, il y en a eu plusieurs par le passé qui ne sont pas d'origine anthropique, une fois que ces catastrophes ont eu lieu, la régénération de la biodiversité prend des millions d'années. Ouais, beaucoup plus de temps. Ouais. D'accord. Ah, Et ce que je voulais, oui, mettant en péril aussi la survie humaine par bien ricochet. sûr, Ok. bien sûr. Et ce que je voulais demander tout à l'heure, c'est est-ce qu'il n'y a pas, ma question est volontairement un peu provocante, mais je pense qu'elle mérite d'être posée. Est-ce qu'il n'y a J'écoute. pas un petit peu, finalement, une sorte d'aveuglement de l'espèce humaine à croire que, certes, elle est très intelligente, elle peut imaginer des choses et donc elle est capable d'une pensée complexe, mais à croire que ça a une influence sur ses comportements. Est-ce qu'il serait possible finalement que nos comportements, la psychologie comportementale, ce soit tout simplement exactement la même que les animaux et qu'on n'ait pas changé d'un iota là-dessus, même si par ailleurs, dans nos moments d'oisiveté, on est capable d'imaginer des choses et de faire des beaux dessins, finalement, on soit juste nourriture, sexe, prestige dans le groupe et rien d'autre, quoi. Et donc, du coup, incapable de faire autre chose. Pourquoi on serait différent là-dessus? C'est pas parce qu'on peut imaginer des choses que finalement nos envies, les envies d'agir, ont fondamentalement changé. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière nos beaux costumes, nos belles théories, notre production intellectuelle, artistique, scientifique, bah, les hommes demeurent mus par des choses qui sont quand même assez archaïques. Mm. Et en fait, c'est pour ça que le problème auquel on est confronté aujourd'hui est extrêmement difficile, c'est que quelque part, il nous faut fonctionner contre nature. C'est-à-dire, il nous faut fonctionner contre des principes qui régulent notre vie, comme ce sont les mêmes que les principes qui régulent la vie d'à peu près tous les autres vivants. Mm. Il faut pouvoir s'y opposer à partir de la partie la plus développée de notre cerveau, celle qui fait intervenir la rationalité, la planification, la gestion du temps. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est d'autant plus difficile que nous vivons dans une société qui, en fait, renforce ces principes assez archaïques qui dominent le Mm. vivant. Voilà. Bah, ce qu'il y a, c'est que Et ça paraît déjà difficile ce que j'ai individuellement. essayé de faire Mm. dans mon précédent livre, et d'ailleurs celui que je suis en train de rédiger en ce moment, c'est Mhm. précisément identifier tous les obstacles dont on n'a pas forcément conscience, mais qui nous conduisent là. D'accord. Parce que oui, ça paraît déjà difficile individuellement, mais en plus, sans même parler de l'influence des autres, là, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde soit convaincu, quoi, quasiment, qu'il y ait une majorité de gens qui soient. Et Voilà. et en plus, les gens qui sont au pouvoir et les plus riches.
Et donc, alors qu'on sait que être au pouvoir et plus riche, ça peut avoir une influence néfaste aussi sur ce genre de pensée. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, Ah ben, l'argument que vous développez là, il est totalement pertinent et il est très puissant en fait. Et souvent, il n'est pas suffisamment évoqué de mon point de vue par les médias, etc. Hmm, En fait, le problème est très simple. Ce qui est en jeu, c'est une, comment dire, une tension qu'il y a entre l'altruisme et l'égoïsme. Et un être vivant, c'est ni Rousseau ni Hobbes. Nous sommes à la fois capables d'altruisme, mais nous sommes aussi capables d'égoïsme. Il y a un équilibre variable pour chaque individu entre ces deux forces. Mais pourquoi c'est l'altruisme qui est en jeu ici? Parce qu'en fait, la cause distale, c'est-à-dire la cause immédiate de la crise environnementale, c'est nos excès de consommation individuelle. Donc, chacun, euh, si chacun réduisait son niveau de consommation, à ce moment-là, le problème serait résolu. Le problème, c'est que, et c'est de l'altruisme, parce que, par exemple, moi, je peux, par exemple, cesser de voyager, ou voyager moins, ou ne plus manger de viande, ou me chauffer beaucoup moins, ou moins utiliser ma voiture pour me promener, etc. Donc, tout ça, c'est une espèce de frustration que je pourrais accepter, parce que je le fais pour le bien commun, et notamment pour le bien de mes descendants ou des descendants des hmm, autres. Donc, il y a une dimension altruiste. Mais on est d'autant plus altruiste, on est d'autant plus prêt à réaliser un acte altruiste qui est favorable à la communauté que si l'on est persuadé que les autres en fassent autant. Sinon, en fait, il n'y a pas de raison de le faire. Et donc, d'accord. il y a une rationalité individuelle. Pourquoi je me priverais de prendre l'avion quand, dans le même temps, Bezos se paye le luxe de faire un voyage de quelques minutes dans l'espace qui va brûler une quantité de carbone que je ne brûlerai pas dans toute ma vie? Pourquoi je ferais, moi, cet effort si les autres ne consentent pas à le faire? C'est un Hmm. raisonnement qui est rationnel au niveau individuel, et tout le monde a un peu ce type de raisonnement, sauf qu'au niveau collectif, il est absolument destructeur. Et ce qui est vrai au niveau des individus, malheureusement, l'est vrai aussi au niveau des États. Et Hmm. c'est pour ça que les hommes d'État, les leaders politiques que l'on critique assez facilement, eh bien, je les critique un peu moins directement que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans le même piège que nous. Si par exemple, on va citer M. Macron, si par exemple M. Macron soudainement devenait un écologiste convaincu, ce qu'il n'est probablement pas, je ne le connais pas assez pour le certifier, disait, bah, écoutez, pour ne pas dépasser les limites de la planète, que l'on connaît parfaitement aujourd'hui, Hmm. on va faire en sorte que le niveau de croissance de la France diminue. Bon, OK. Mais qu'est-ce qui va se passer en dehors des problèmes internes sociaux qui sont inhérents au fait qu'on a besoin de croissance pour vivre économiquement? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'un point de vue géopolitique, on va devenir un nain, puisque en fait, le niveau de puissance d'un pays est en grande partie déterminé par son PIB, son produit intérieur brut. Hmm. Et dans un climat de compétition généralisée, que l'on voit aujourd'hui de manière absolument terrible au travers de la guerre qu'il y a en Europe, dans ce climat de compétition généralisée, aucun pays ne peut se payer le luxe de réduire son PIB au risque de devenir un nain géopolitique et de potentiellement subir les agressions d'autres pays. Donc, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des États, il y a une très grande difficulté à adapter son comportement pour qu'il soit écologico-compatible, parce que c'est au Hmm. détriment soit de l'individu, soit de l'État. Oui, puis au détriment aussi du coup de la sécurité future, parce que si on doit rogner sur le budget des armées, ou au détriment de notre adaptabilité future, c'est-à-dire si on a moins de budget et que l'eau coûte plus cher pour tout le monde, bah, on en aura moins. Donc on se retrouve dans une situation un peu dégueulasse où finalement il faut choisir à moitié entre s'adapter et résoudre le problème, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est la grande tension qui existe et qui résulte du fait
que le vivant, de manière générale, se déploie dans un système compétitif. Je veux dire, Mhm. les espèces qui interagissent entre elles dans un écosystème sont en compétition. Hein. Et cette compétition, nous l'avons appliquée de la même manière, je dirais même de manière outrancière par rapport à ce qui se passait au Paléolithique, mais on reviendra peut-être là-dessus. Et ce niveau de compétition extrême qu'il y a entre nous, entre citoyens d'un même pays et entre pays différents, rend très difficile la régulation de notre fonctionnement. Parce que la croissance économique, c'est tout simplement une arme de guerre. Mhm. La croissance économique, la croissance démographique est ce qui participe à la puissance d'un pays. Et je ne connais pas de pays qui souhaite devenir moins puissant que les autres. Mhm. De même que je ne connais pas d'humains qui désirent devenir moins riches que ce qu'ils sont. Bah, ça Mhm. existe peut-être, mais ça doit être très rare. Mais parce que tout ça correspond à quelque chose qui est assez fondamental et qui est propre au vivant, qui est finalement, en suivant nos objectifs de survie, de reproduction, eh bien, on a tout intérêt à maximiser son niveau de richesse, son niveau de pouvoir, et c'est la domination que l'on peut exercer sur les autres. D'accord. Alors, maintenant qu'on a, je pense, à peu près fait un diagnostic, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, notamment sur le paléolithique, je ne sais pas dont vous vouliez parler. Oui, oui, je pense que c'est important de comprendre ce point-là, parce que, en fait, au Paléolithique, bon, les hommes vivaient dans des conditions très différentes. D'abord, ils vivaient en communauté relativement réduite, entre 50 et 150 individus. Et au Néolithique, au Paléolithique, pardon, donc il y a au moins 15-20 000 ans, le niveau d'égalité qui existait entre les hommes était très grand. Ça, tous les anthropologues sont d'accord sur ce point-là, parce que l'inégalité n'était pas possible. Bah non, avec des groupes aussi petits, c'est pas. Ouais. Alors, non seulement parce que les groupes étaient petits, et ça aurait été dangereux à l'intérieur d'un groupe aussi petit d'avoir de grandes disparités, parce que Hmm. ça peut mettre en cause la survie de certains individus et la survie du groupe, Hmm. mais aussi parce que on- ces habitants étaient des nomades. Donc, quand on est nomade, vous pouvez difficilement apporter avec Emmener un vous château. une Ouais. Hmm. richesse phénoménale. Hmm. On n'avait pas inventé un système, par exemple, le système monétaire qui permet d'être très riche sans réalité matérielle associée nécessairement Hmm. aux milliards que vous avez. Et puis, il y avait autre chose, c'est qu'on n'avait pas encore inventé l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire qu'on était dans une économie de subsistance. C'est-à-dire que le rapport au monde, le rapport économique au monde, était un rapport qui consistait à prélever ce dont on avait besoin aujourd'hui, maintenant, à tel endroit. Avec le néolithique est apparue la possibilité finalement d'accumuler des richesses, soit au travers, par exemple, tout simplement d'un stock de blé ou de maïs qu'on peut mettre dans des greniers, ou Hmm. bien au travers d'un troupeau de 20, 50, 100, 1000 animaux. Et donc, à partir de ce moment-là, les hommes ont perçu la possibilité de pouvoir s'enrichir davantage que d'autres. C'est à cette époque-là qu'apparaît l'esclavage, d'ailleurs, puisque des hommes vont devenir très puissants, quand d'autres vont l'être beaucoup moins. Donc, à partir du moment où on a franchi cette étape, qu'on a inventé l'inégalité, c'est-à-dire vraiment l'inégalité est au fondement des sociétés depuis les néolithiques, et c'est amplifié, bien sûr, aujourd'hui, les hommes sont rentrés en compétition pour l'enrichissement. Euh, Comme ce sont des animaux sociaux, ils passent le temps à se comparer les uns aux autres et donc à toujours viser un niveau de richesse supérieur à celui de son voisin autant que possible. Et donc tout ça nous entraîne dans un phénomène de croissance qui aboutit aujourd'hui à ce que l'on connaît. Donc le passage du paléolithique au néolithique a été fondamental. Je dirais que notre propension naturelle à la croissance n'était pas problématique au paléolithique, parce qu'elle ne pouvait pas conduire aux excès que l'on connaît aujourd'hui.
Mais une fois qu'on a franchi la révolution néolithique, et là, il y a eu un ensemble de phénomènes qui se sont auto-amplifiés, notamment l'apparition de la technologie, la découverte de l'énergie fossile, etc. Là, on s'est donné la possibilité d'une croissance absolument phénoménale. Hmm. Et ce qui est tout à fait singulier, c'est que, évidemment, croître de manière infinie dans un monde fini, pour tout esprit à peu près sensé, c'est impossible. Il y a une impossibilité physique basique. Hmm. Mais nous sommes tellement obsédés par la croissance, tenus par la croissance, que même les intellectuels les plus remarquables, finalement, nient cette évidence et continuent d'imaginer Alors, que l'on va pouvoir continuer de croître comme l'on croit aujourd'hui. j'émettrai deux réponses là quand même. C'est que ce qu'il y a à l'échelle individuelle de chacun, c'est que la Terre, elle a l'air aussi infinie. Ah oui. Elle a l'air si grande quand on est tout seul de notre regard que c'est difficile d'imaginer que ce soit si limité. Et d'autre part, ce que vont répondre certains, notamment les plus technophiles, c'est que finalement, c'est dans la manière d'utiliser ces mêmes ressources qu'on va être toujours de plus en plus efficace, qu'on va recycler tous nos déchets pour en faire de nouvelles choses, etc. Alors, je vais répondre aux deux points parce qu'ils sont intéressants. Le premier, vous avez tout à fait raison. C'est très difficile pour un cerveau d'humain d'appréhender les limites de la planète. Elles sont invisibles, on ne les voit pas, hein. Hmm, Donc, les scientifiques sont capables de les identifier, ils sont capables de montrer qu'on est en train de les transgresser, mais nous-mêmes, on ne les voit pas. hmm, D'accord ? Et il faut aussi bien noter que Homo sapiens a grosso modo 200 000 à 300 000 ans, hein, donc c'est quand même pas mal de générations qui se sont succédées. Et on n'a pas de chance parce que ça tombe sur nous. Nous sommes la première génération à savoir que la planète a des limites. Donc c'est un truc totalement nouveau. C'est un truc que les humains viennent d'appréhender. Il existe des limites. La Terre a l'air énorme et pourtant, on est en train de transgresser ses limites. Donc, hmm. c'est très important parce que, d'abord, ça permet de comprendre qu'on est en train de vivre une révolution anthropologique qui est pour moi monumentale. Je pense qu'elle est peut-être encore plus importante que la révolution néolithique parce que c'est la première fois que dans la représentation que se font les humains de leur monde, ils Hmm. prennent conscience de limites qui échappaient totalement, y compris mes parents, par exemple, hein, Hmm. qui vivaient il n'y a pas si longtemps que ça. Pour eux, c'était inimaginable. Donc ça, c'est un premier point et ça explique aussi nos difficultés à appréhender, je dirais, concrètement et charnellement le problème que l'on rencontre. On peut le conceptualiser, mais ce n'est pas parce qu'on le conceptualise qu'on le vit avec ses tripes. Oui, Et il faut et sur ce point, avant que vous répondiez à la deuxième objection qui est totalement différente, j'aimerais revenir sur une chose. Vous avez dit on a du mal à être altruiste aussi parce qu'on veut vérifier que les autres, etc. Mais le problème aussi, c'est qu'on n'est pas dans un groupe où on voit tous les autres et on voit ce qui se passe plus tard. Parce que c'est à la fois dissocié dans l'espace, c'est-à-dire que là, vous me parliez de celui qui a été dans l'espace, Bezos, mais ça, c'est médiatisé, mais il y a aussi tout un tas de gens où on ne sait pas ce qu'ils font. Et d'autre part, c'est dilapidé aussi dans le temps parce que c'est censé être dans quand même quelques années. Donc, ça fait deux raisons qui font qu'en fait, on ne oui, sait pas du tout ce que font les autres. Et donc, les trucs de solidarité, etc., et les jeux en psychologie sont bien plus durs quand il y a un rideau entre les deux et qu'on ne sait pas ce que l'autre choisit de faire, quoi. absolument. Mais bravo, parce que vous saisissez bien ce qui est fondamental dans cette histoire-là. Alors, je vais revenir sur les deux points. Hmm. Le premier point, c'est sur l'altruisme. Effectivement, alors il y a tout un domaine des sciences économiques, sciences cognitives, qui s'appuie sur la théorie des jeux et qui ont étudié ce qu'on appelle les dilemmes sociaux. Hmm. Par exemple, le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire on met des personnes en interaction et on exerce une espèce de tension psychologique sur ces personnes-là qui correspond au fait que soit elles privilégient leur intérêt personnel, soit elles prennent en compte l'intérêt du groupe. Hmm. Il y a une tension très très grande qui s'exerce et tout ce que ces résultats montrent, c'est que le fait d'être altruiste est en grande partie déterminé par le niveau de confiance que l'on accorde aux autres.
et donc de la proximité que l'on a avec l'autre. Alors, ça peut être une proximité génétique, mais ça peut être une proximité simplement amicale. Hmm. Le problème, effectivement, c'est que les hommes sont fondamentalement altruistes. Il y a de l'altruisme très clairement dans chacun de nous. Et quand on produit un geste altruiste, on observe d'ailleurs le circuit de la récompense qui s'active, c'est-à-dire qu'on ressent du plaisir. On produit de la dopamine C'est à bien chaque fois fait. qu'on... C'est très bien fait. Et la nature est bien faite pour ça, bien sûr. Le problème, c'est que les gestes altruistes deviennent extrêmement difficiles quand il s'agit de les faire par rapport à une population virtuelle que l'on ne connaît pas. Hmm. Or, moi, si je dois faire un geste altruiste vis-à-vis de la planète, je le fais pour à peu près 8 milliards d'habitants que je ne connais pas. Et donc, ça rend effectivement très difficile l'apparition de ce geste altruiste. Hmm. Il y avait un autre aspect dans votre remarque qui est tout à fait intéressant et judicieux, c'est la notion de temporalité. C'est ça que vous C'est évoquiez, ça. hein. Hmm. Alors, ça aussi, c'est extrêmement important parce que toutes les études montrent que les humains sont bien plus forts que toutes les espèces animales pour se projeter dans le temps long. C'est-à-dire que notre horizon temporel va beaucoup plus loin que celui du lézard. Le lézard, son horizon temporel, c'est quelques secondes. Un singe, son horizon temporel, ça peut être déjà quelques heures. Et nous, ça peut être encore plus. Mais malgré tout, notre cerveau n'est pas équipé pour gérer du temps long. Et on peut le comprendre d'un point de vue évolutionniste parce que Ça sert à rien. notre cerveau a évolué Hmm. au Paléolithique, il a évolué pour notre environnement du Paléolithique. Hmm. Et mettez-vous à la place d'un de nos ancêtres du Paléolithique, quel était l'intérêt qu'il avait de s'imaginer Hmm. son monde dans 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans? Aucun. Bien sûr. La priorité, c'était gérer ce qui allait se passer dans la journée ou les semaines à venir. Il n'y avait aucune nécessité d'aller au-delà. Ce n'était pas adaptatif. Et Hmm. là, maintenant, notre problème, c'est qu'on est obligé de se projeter pour agir rationnellement dans un monde qui va bien au-delà de cela. Et notre cerveau n'est pas équipé pour ça. Alors, ça varie d'un individu à l'autre, bien sûr, mais on sait que notre cerveau n'est pas équipé pour ça. Donc, c'est aussi une difficulté. Hmm. OK. Et ensuite, il y avait une question que vous aviez posée un peu Sur, sur les auparavant, technophiles. Hmm. voilà, sur la technophilie. Bon, c'est ce qu'on appelle le cornucopianisme, hein, c'est le fait d'être cornucopien, c'est-à-dire le fait d'être persuadé que l'innovation technologique, le gain d'efficience technologique, va nous permettre de surmonter les problèmes dont on parle aujourd'hui. Voilà. Et une forme extrême de cornucopianisme, c'est le transhumanisme. Alors, qu'on critique plus facilement, mais qui n'est pas fondamentalement différent du cornucopianisme. Hmm. On peut dire que tous les hommes politiques actuels sont des cornucopiens. Quand on les écoute, ce sont des cornucopiens. Hmm. Bon, alors, Ça peut moi, être ce une que je manière dis, juste de camoufler ce qu'on parlait tout à l'heure, de privilégier l'adaptation à la résolution du problème. Mais en façade, oui, ils sont cornucopiens. ils sont totalement cornucopiens. Bien Hmm. sûr, parce que être cornucopien, c'est une manière de pouvoir préserver le système actuel. Hmm. Et donc, préserver un système qui leur est favorable. Parce qu'en général, les hommes politiques sont des hommes qui, de même que les grands chefs d'entreprise, sont des hommes qui ont réussi, hein, je veux dire, en tout cas Oui, socialement. Et donc, les règles du jeu leur conviennent. Donc, ils n'ont pas envie de les changer. bien sûr. Ça peut se comprendre. Le cornucopianisme, de manière factuelle et de manière théorique, ne peut pas marcher. Alors, de manière factuelle, pourquoi? D'abord parce que l'expérience montre que ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que nos gains d'efficience technologique, qui ont été énormes depuis, disons, la révolution industrielle, donc ça fait Mhm. quand même à peu près 2 siècles, ces gains d'efficience technologique ont toujours été bien plus que compensés par nos excès de consommation. Ça, c'est factuel. D'accord. Et il y a un effet très connu qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un individu dispose d'une technologie qui lui permet un gain d'efficacité, Mhm.
il va lui-même faire un gain d'économie. Il va avoir, économiquement, il va y gagner quelque chose. Si on passe d'une voiture qui consomme 6 litres à une voiture qui consomme 1 litre, Hmm. bah, chacun va économiser 5 litres à chaque fois qu'on fait ces 100 kilomètres. Hmm. Le problème, c'est que le sachant, le fonctionnement cognitif du cerveau humain fait que soit les gens vont conduire davantage, Mhm. puisque ça coûte moins cher, soit le gain, l'économie qu'ils ont faite au travers de cette activité va être réutilisé pour d'autres activités. Donc, en fin de compte, à chaque fois qu'on bénéficie d'une innovation technologique, Hmm. on observe en réalité un surcroît de consommation, donc de destruction. Oui, Alors, c'est mais là, l'idée, ce serait que comme les ressources se raréfient, par exemple, pour prendre l'exemple de la voiture, au lieu qu'on puisse prendre plus la voiture, ce qui se passerait, ce serait que l'augmentation du prix compenserait et que finalement, même si on aurait des voitures qui consomment moins, ça coûterait aussi cher de se déplacer et que donc il n'y aurait pas d'augmentation. L'idée, c'est ce genre de compensation, évidemment. oui, Que mais ce soit compensé par des hausses de prix, de raréfaction des ressources et tout ça, quoi. oui, alors là, il faut qu'il y ait une régulation politique quelque part qui se greffe sur l'innovation technologique. Mais pour le Oui, ou alors moment, la simple raréfaction des ressources fait que les prix augmentent, on le voit en ce moment oui, aussi. mais oui, ça c'est bien sûr. Non, mais là, c'est encore autre chose parce qu'effectivement, l'innovation technologique, à un moment donné, ne peut pas permettre de compenser la disparition de ressources, hein. Voilà. Et puis, il faut avoir en tête quelque chose de précis, mais comme on a du mal fonctionner avec les grands nombres, Hmm, moi, je rappelle toujours cet exemple. Si une croissance économique est de l'ordre de 2% par an, c'est hmm. c'est- c'est tout à fait raisonnable, c'est relativement faible même, hein, par rapport aux exigences des économies libérales et capitalistes actuelles. 2% au niveau mondial, c'est trop peu, mais bon, c'est raisonnable. Mais si on maintient un taux de croissance de 2%, qui est très faible, sur par exemple 1000 ans, on arrive à un accroissement global de notre production et de notre consommation qui est de l'ordre de 10 puissance 56, c'est-à-dire plus d'atomes qu'il y a dans tout l'univers. Donc on voit bien par rapport à cet objectif minimal de croissance de 2% que euh, si on l'imagine sur une période longue de 1000 ans, mais 1000 ans c'est rien à l'échelle géologique, c'est vraiment rien du tout, à Hmm. ce moment-là, on est en mesure de produire, de détruire quelque chose qui est absolument infini par rapport à ce que l'on est aujourd'hui. Et donc, imaginez que l'efficience technologique va nous permettre de résoudre le problème, c'est vraiment d'une très grande naïveté. Non, Je mais vais là- juste donner un hmm. exemple parce que souvent ça m'est objecté. C'est ITER. Vous connaissez ITER près d'Aix-en-Provence. Il y a un centre de recherche de physique nucléaire Mhm. qui est absolument international et qui vise la fusion nucléaire. D'accord? Quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, mais Hmm. potentiellement, les chercheurs qui travaillent là-dessus, il y a des investissements absolument gigantesques, ont l'espoir de disposer d'une source d'énergie quasi infinie, qui ne produirait pas de CO2, Oui, ça produirait que de l'eau, ouais. qui n'aurait pas de conséquences problématiques sur l'environnement, Hmm. supposons, ne produit pas de CO2, et totalement renouvelable. Hmm. Alors on se dit, bah, si c'est ça, c'est superbe. Mais en fait, non. Si c'est ça, ce serait une catastrophe. Pourquoi? Parce que si on prend les destructions qui ont lieu sur la planète depuis 10 000 ans, quelle est la part de ces destructions qui est liée au CO2 dans l'atmosphère? Zéro. Le CO2 n'a provoqué jusqu'à présent aucun problème. Hmm.
Simplement, ça nous obsède parce que ça remet en cause nos économies. Mais les destructions qu'on a fait subir à la planète n'ont rien à voir avec la production de CO2. On parle toujours de CO2, mais la plupart des destructions écologiques n'ont pas de rapport avec le CO2. C'est très important, mais ce n'est pas ce qui a été le plus important jusqu'à aujourd'hui. Donc, on aurait eu cette technologie il y a 10 000 ans, c'est totalement impossible, c'est une expérience de pensée, hein. On l'aurait eu il y a 10 000 ans, les destructions que l'on aurait réalisées sur la planète auraient été bien pires. Donc, ce n'est pas parce qu'on dispose d'une source d'énergie infinie, parfaitement propre et renouvelable, que le problème environnemental sera résolu. Là, il n'y a pas d'autre solution, tout simplement, que de limiter son niveau de consommation et son niveau de production. Mais ça, c'est une révolution à laquelle nous ne sommes Oui. pas prêts. Après, l'argument sur la croissance, je vois quand même une petite objection parce que je suis d'accord avec vous quand c'est pas réaliste le truc des technophiles, puisque de toute manière, à chaque innovation, nouvelle innovation, ça demande, si par exemple c'est un robot, ça demande des matériaux pour le construire, ça a une nouvelle empreinte, etc., etc. Mais sur le côté croissance, on pourrait tout simplement viser le zéro de croissance. Et ce qu'on perd d'un côté, par exemple, en énergie facile de pétrole, on essaierait de le retrouver d'une autre main, etc. Et viser zéro. On pourrait viser zéro. Oui, absolument. Vous savez, il y a une loi qu'on appelle la loi d'Ehrlich, hein, qui dit la chose suivante. Cette loi dit que l'impact sur l'environnement est déterminé par 3 paramètres. Et il y en a seulement 3, il n'y en a pas d'autres. Un, c'est la démographie. Plus vous êtes nombreux, plus on est nombreux, plus on impacte notre environnement, ça semble aller de soi. 2, notre niveau de consommation. Oui, plus on consomme, plus on détruit la planète. Mmh. Et 3, l'efficience technologique. C'est-à-dire, plus on est efficient technologiquement, moins on détruit la planète, à condition que les 2 autres paramètres ne bougent pas. Mmh. Parce que pour le moment, le problème, c'est qu'ils bougent aussi, les autres Bah oui. paramètres. Mmh. On est de plus en plus efficient, mais on est de plus en plus nombreux et on consomme de plus en plus. Mmh. Donc, le problème, c'est que le gain en efficience technologique est toujours largement compensé par les 2 autres paramètres. Par une hausse de la consommation. Mmh. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que moi, je suis technophile, je ne suis pas technophobe. Mmh. Parce que je pense que la solution doit passer par le progrès scientifique. Bah, de toute façon, il faut que ce Mais soit tout là, hein. Mmh. voilà, mais il faut que ce progrès scientifique ne soit pas assorti à une perspective continue de croissance. Donc, si on vise une croissance zéro, ce qu'on appelle un état stable, hein, il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus, justement sur ce que représente un état stable. Si on vise un état stable et qu'on gagne en efficience technologique, alors on peut parfaitement s'en sortir, effectivement. Mais ça demande une révolution dans notre manière de concevoir la politique et l'économie qui est encore très, très, très loin de ce que l'on est capable d'imaginer aujourd'hui. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile. D'accord. Alors, j'ai une dernière question désespérante avant de passer à l'espoir. Ma dernière question désespérante, c'est est-ce que, enfin, je ne sais pas, ça dépendra de la réponse, mais est-ce qu'il y a dans des études qui montrent dans quel contexte est-ce qu'on peut avoir une influence sur le fait que des humains soient plus ou moins tantôt égoïstes, tantôt altruistes? Est-ce qu'on peut avoir une influence sur le fait que les humains suivent plutôt ce qu'il y a dans leur cortex préfrontal et visent le long terme et envie d'un avenir pour leurs enfants, plutôt que d'avoir juste la plus grosse prime à la fin de l'année? Oui, 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 bien sûr qu'il y a des choses. Bon, d'abord, malheureusement, euh, je pense qu'un facteur qui va jouer un rôle déterminant, c'est la proximité du risque. Je veux dire, vous savez, quelque part, ce que l'on est en train de vivre est très lié, alors je le développe beaucoup dans mon livre, au phénomène d'addiction. En fait, nous sommes tous Mm. addicts à la consommation. Voilà. Tant qu'on ne s'est pas retrouvé une fois à l'hôpital, c'est difficile de se rendre compte, c'est ça que vous allez dire? Absolument.
Si vous êtes Mm. addict, que vous fumez depuis 50 ans du tabac et vous n'arrivez pas à vous arrêter, Mm. bon, si vous allez voir votre chirurgien et que vous dites, écoutez, vos poumons, là, si vous faites quelque chose aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, on ne vous met pas un masque à oxygène, mais sinon, on vous mettra un masque à oxygène et vous ne bougerez plus. Et là, l'impact est tel que parfois, la prise de conscience permet de prendre le dessus sur les parties du cerveau qui nous rendent addicts. Donc, Mm. malheureusement, je crains que notre acceptation dans la modification de notre comportement va intervenir à un moment donné où l'impact de la destruction de la planète sera effectif sur chacun d'entre nous. En fait, ça va Le marcher au problème, moment où on n'aura plus l'impression d'être altruiste, mais simplement de pouvoir encore se balader dans son jardin. eh oui, alors ça, c'est encore un problème, c'est que chacun risque de encore davantage se recentrer sur ses intérêts personnels, parce qu'en Oui, situation de aussi, oui. grande angoisse, effectivement, on peut avoir tendance à se recentrer sur son propre intérêt. Bon, ça, c'est un élément. Euh, Ensuite, le deuxième élément important, je pense, c'est ce que valorise la société. Alors, aujourd'hui, on est dans une société qui valorise, on va dire, l'opportunisme, le fait d'être un winner, d'être un battant, d'être un compétiteur. Et malgré tout, on a quasiment plus d'admiration pour celui qui réussit en étant moyennement honnête que pour celui qui perd de manière honnête. Moi, je Mm. prends toujours cet exemple. Vous avez sans doute vu le film Le Loup de Wall Street, non? Oui, Bon. oui, oui. Leonardo DiCaprio joue le personnage principal. C'est Mm. un personnage ignoble. Sauf que le film est fait de telle sorte que tout le monde, malgré tout, le trouve un peu sympathique, Sympathique. Ouais. voire digne d'admiration. Mm. Et ça, c'est symptomatique de ce qu'est notre société. C'est-à-dire qu'on a intégré des valeurs qui ont été largement soutenues par l'idéologie capitaliste, qui font que celui qui s'enrichit, qui devient très puissant socialement, eh bien, il a notre admiration, quels que soient les moyens mis en œuvre pour y arriver. Donc, probablement qu'il faut aussi une modification des valeurs dominantes de notre société. Mais pour répondre vraiment complètement à votre question, et ça a quelque chose à voir avec la solution que je propose dans mon livre, je ne pense pas que c'est possible de modifier la trajectoire terrible qui est la nôtre aujourd'hui sans qu'il y ait quelque chose de contraignant. C'est-à-dire sans qu'il y ait quelque chose de contraignant et de contraignant au niveau international. Parce que, comme on l'a évoqué au départ, il ne peut pas y avoir un pays qui serait contraignant de ce point de vue-là. Parce qu'un pays contraignant de ce point de vue-là est un pays qui va s'affaiblir économiquement. Mm. Et personne n'accepte de s'affaiblir Oui, il économiquement. aura tous les désavantages. Il aura fait les efforts et il aura plus les armes pour s'adapter, là, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est perdu sur tous les tableaux, le Mm. tableau personnel et le tableau collectif. Donc, de mon point de vue, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que la solution existe, elle n'est pas technique, elle est simplement politique et psychologique. La solution existe, c'est-à-dire que nous avons les moyens technologiques de permettre à 8 milliards d'habitants de vivre correctement sur cette planète. Et les économistes, alors un peu hétérodoxes, mais ce sont des économistes qui publient dans les plus grandes revues internationales scientifiques d'économie, ont développé le concept de corridor de consommation. C'est-à-dire qu'on identifie au niveau de la planète l'étendue possible de la consommation de la totalité des humains. Et on sait, il y a des tas de modélisations qui ont été faites qui montrent qu'on peut se situer dans ce corridor de consommation, donc viable vis-à-vis des limites de la planète, mais capable de permettre à 8 milliards d'humains de vivre correctement. Mais Donc en fait, concrètement, c'est quoi du coup? Concrètement? Par quelle mesure on fait ça? alors moi, j'ai proposé une mesure, évidemment, qui est toujours évaluée comme utopique,
mais je mets au défi quiconque de proposer une autre solution que celle que je propose. Je suis absolument certain qu'il n'en existe pas. Et le fait qu'on l'aperçoive comme utopique, je vais vous la présenter, est comment dire, le signe de la distance qui nous reste à parcourir pour résoudre le problème. En fait, quelle est la solution? Pour moi, elle est extrêmement simple d'un point de vue technique, pas d'un point de vue psychologique ni politique. Elle est extrêmement simple. On connaît aujourd'hui, chose qu'on ne connaissait pas il y a encore même 30 ans, précisément les limites de la planète. En termes, par exemple, de phosphate, de nitrate, de CO2, de biodiversité, etc. On connaît ça. Bien. On sait combien d'habitants nous sommes sur Terre, d'accord? Et on peut parfaitement identifier ce que chaque habitant peut consommer sans que cela ne conduise à outrepasser les limites de la planète. Ce qui revient à faire la chose suivante, je dispose d'une mesure globale de la quantité possible de consommation collective. Je divise tout cela par le nombre d'individus et chaque individu a en quelque sorte un bon à tirer, un quota qui lui est propre, qu'il ne peut pas dépasser. Voilà. Et je pense que tant qu'on ne se rapprochera pas de quelque chose de ce type, on peut y venir progressivement, on n'y arrivera absolument jamais pour certaines de raisons que j'ai évoquées là et beaucoup d'autres que je présente dans mon livre. D'accord. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est complètement contre nature parce que déjà, on revient à quelque chose qui était de l'ordre du néolithique, c'est-à-dire qu'on réinstaure une forme assez radicale d'égalité entre les humains. Oui, il y a un petit côté communiste. Absolument, mais c'est une forme, alors bon, c'est quelque chose qui a à voir avec le communisme, sauf que c'est un communisme qui n'est pas lié à la volonté première de faire disparaître les inégalités, mais à la volonté première de rendre viable la vie des hommes sur la planète. C'est pas le même objectif qui sous-tend ce que je propose. Mais après, juste... on demande un sacrifice beaucoup plus grand aux gens des pays développés, puisqu'ils ont beaucoup plus à y perdre, et c'est eux qui commandent. Donc c'est... Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que ça va être une lutte et un combat extrêmement difficile. Peut-être qu'une solution potentielle, ce serait de pouvoir racheter les crédits de pauvres qui ne peuvent pas utiliser leurs ressources, ce qui permettrait, eux, de compenser. Mais faire une sorte de... Voilà, tout le monde a un crédit, mais on peut aussi le commercer entre nous. Là, ça se rapprocherait plus d'un truc peut-être viable. Oui. Alors, il y a des tas... Parce que la somme reste la même. Bien sûr. Je donne les grandes lignes. Après, il y a des tas d'aménagements assez compliqués à faire, bien sûr, mais il n'y aura pas d'autre solution parce qu'on comprend bien que l'humain livré à lui-même, dans un univers finalement de liberté totale de consommation, il y a bien un endroit où on n'est pas entravé, c'est dans notre possibilité de consommer. Et là, en fait, la seule contrainte qu'il y a dans le système que je préconise, la seule privation de liberté, ne porte que sur la consommation, pas sur le reste. Mais c'est assez fondamental. Et l'image que je donne, vous avez un compte en banque, j'imagine, comme moi. Si vous outrepassez votre compte en banque, la banque va vous rappeler à l'ordre, voire va vous faire payer, va vous demander de payer des agios, etc. Et ça vous paraît normal de ne pas consommer plus que ce que vous pouvez disposer compte tenu de votre compte en banque. Il faut considérer que le compte en banque de l'humanité, c'est la planète. C'est notre banquier. C'est notre compte en banque à tous. Et donc, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'il met à notre disposition. Et comment on peut accepter dans ce cas, quand on appréhende les choses de cette manière-là, que certains individus pourraient prélever infiniment plus que d'autres sur le compte en banque qui est partagé, en fait. Mais ça pose aussi un autre souci, c'est que, par exemple, certains pays pourraient encourager la natalité pour disposer de plus des ressources dans le monde. Alors évidemment, j'ai pris en compte cette dimension-là. Particulièrement perverse.
Oui, mais elle est fondamentale parce que, en fait, la natalité correspond bien à un des objectifs que l'on signalait au départ. D'influence. C'est-à-dire, l'objectif du vivant, c'est la croissance, et notamment Mm. la croissance démographique. Et la natalité correspond à ça, bien sûr. C'est pour ça que c'est un sujet extrêmement tabou, extrêmement délicat, parce Mm. qu'on touche à quelque chose qui est au fondement, finalement, du fonctionnement de notre cerveau. Alors, moi, je l'ai totalement intégré. Alors, ça peut apparaître comme finalement une espèce de calcul technocratique absolument horrible, mais moi, je préfère un peu de technocratie et vivre que mourir sans technocratie. Mm. Euh, Tout simplement, c'est un choix. Si vous faites le choix d'avoir un enfant, eh bien, votre contre, j'ai appelé ça le contre individuel d'impact écologique, eh bien, le fait d'avoir un enfant aura une incidence sur votre quota. Il fait partie de ce que vous pouvez utiliser dans votre vie. Donc, c'est un choix. Jusqu'à ses 18 ans ou toute sa vie? Jusqu'à ses 18 ans. Après, c'est à lui de gérer sa propre vie. Je n'ai pas réfléchi dans le détail, mais c'est D'accord. un détail logique. Mais je veux dire, c'est effectivement important parce que on sait très bien qu'un enfant, vous savez, on a calculé qu'un enfant dans nos pays, ça coûte de 0 à 18 ans en moyenne 300 000 euros. C'est le coût lié à l'éducation, l'élevage d'un enfant. 300 000 euros, nécessairement, ça représente un certain impact environnemental. Donc, bien Mm. sûr, il faut l'intégrer. Mais alors, bien sûr, ça paraît totalement contre nature, parce que la nature nous dit, et la Bible le dit très clairement, mais croissez, multipliez-vous et dominez toute la planète. Ben oui, Mm. mais ça, à un moment donné, ça ne marche pas. Et Ouais. donc, il faut arriver à mettre en place une société différente. Mais cette société que j'évoque ici pourrait être une société infiniment plus harmonieuse que la nôtre. Mm. Parce que le temps de travail serait infiniment plus réduit. Les échanges sociaux pourraient être beaucoup plus importants et de bien meilleure qualité, parce qu'une grande partie de la violence que l'on connaît dans nos sociétés est liée à la disparité qu'il y a entre nous. Donc, je n'ai pas le temps de tout développer, mais ça peut présenter énormément d'intérêt de mettre en place quelque chose de ce type. Et de toute façon, le système actuel, lui, est totalement utopique. Mm. Alors, il n'est pas utopique maintenant, il est utopique par rapport à notre avenir proche. Mm. Et comme je le dis souvent, on ne peut pas changer les lois de la thermodynamique. Les lois de la physique, c'est les lois de la physique. Vous ne pouvez pas consommer ou utiliser plus de le pétrole que ce que la planète est capable de produire. Ça, c'est une évidence. Par contre, on peut changer l'environnement politique. Ça, c'est possible. Et il n'y a que cette solution, pour moi, qui est viable à long terme. Mais je suis bien conscient qu'on est très loin d'y arriver. Oui. Après, je vais me faire l'avocat du diable, mais il y a quand même une autre solution. C'est de laisser mourir toute une partie de la population. Oui, mais ça, je dirais que c'est la solution sauvage. Ouais. En fait, c'est la solution tout simplement que nous impose la nature quand on fait n'importe quoi. Mm. Quand une espèce, par exemple invasive, se développe sur une île, elle tend à croître au-delà des limites de régénération de cette île. Mm. Et quand elle a atteint ces limites, en général, il y a une baisse assez radicale de la population, souvent liée d'ailleurs à des épidémies, parce que lorsqu'il y a une trop grande densité d'une espèce donnée dans un espace donné, eh bien, la circulation de virus, Mm. bactéries, etc. est très, Il y a, très il y grande. a En même dans, général, il y a même dans certaines espèces les mâles qui deviennent, comment ça s'appelle, non féconds, oui, stérile. stériles, ouais. Oui, tout à fait. Oui, C'est un mais peu ce qui bien arrive aux sûr. êtres humains d'ailleurs, si j'ai bien Mais compris. je veux dire, non seulement il y a la possibilité de laisser mourir les gens, mais malheureusement, je vais dire en des termes choquants, il y a la possibilité de tuer des gens. Et Mm. ça, on sait très bien faire. Il y a les guerres pour ça.
Et moi, ce que je crains, enfin pour moi, l'alternative, c'est soit on opte pour un mode de fonctionnement global de nos économies et de nos sociétés radicalement différent, tel que je le propose, soit malheureusement, devant la pénurie, le risque majeur, c'est la guerre. Parce qu'on sait très bien que les humains, lorsqu'ils commencent à manquer d'eau, de nourriture, d'énergie, ils sont capables d'à peu près tout. Ouais. Mais je Je- préférais une solution plus pacifiée, plus rationnelle que celle-ci. Après, les dernières années nous montrent, et le réarmement généralisé nous montre qu'on Ah est peut-être oui, plutôt parti pour l'autre direction. oui, oui, je suis d'accord. Je veux rester optimiste parce que je sais que l'optimisme est plus rationnel que le pessimisme, Hmm. euh, au sens où il est plus probable de réussir quelque chose en étant optimiste qu'en étant pessimiste. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Mais Ouais. donc c'est pour cette raison-là que je me force et que je me présente Hmm. parfois comme un optimiste. Je ne cache pas qu'au fond de moi, j'ai aussi une dose de pessimisme. Il est facile J'essaie de de se ne pas trop laisser aller. rendre public, encore que là, c'est pas très réussi. D'accord. J'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour de ce dont vous voulez parler? En fait, ce que l'on n'a pas évoqué, finalement, c'est que ce que recherchaient les humains, bah, c'est malgré tout le bonheur. Enfin, euh, Hmm. le cerveau d'humain est fait pour obtenir du plaisir. Parce que le plaisir, c'est adaptatif. En général, ce qui nous fait plaisir est adaptatif. Hmm. Le bonheur, c'est un peu différent du plaisir. Mais quand même, le plaisir est nécessaire au bonheur. Et c'est un objectif fondamental que tout humain suit. C'est évident. Mais ce qu'ont montré les études, notamment des économistes au départ, l'économiste qui a fait ça s'appelle Esterlin, c'est qu'on a montré que l'accroissement du PIB par habitant, autrement dit, l'accroissement de notre niveau de vie, de Mhm. nos consommations matérielles, par exemple, dépasser un certain plafond, n'était plus en mesure d'accroître notre niveau de bonheur. Autrement dit, on est dans une perspective de croissance infinie sans que cette croissance ne génère davantage de bonheur. Donc, en Oui, fait, on oui. est un peu comme des rats en cage qui tournent à toute vitesse dans leur petit trou, là, mais en réalité, sans produire ce que l'on est censé obtenir en voulant croître, c'est-à-dire un supplément de bonheur. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a l'illusion que la croissance va nous rendre plus heureux, alors que dans la réalité, ça n'est pas le cas. D'où l'autre raison qui devrait conduire les humains à abandonner cet objectif insensé de croissance. Hmm. Oui, après, ouais, moi je connais pas mal d'études sur le bonheur en l'occurrence. Il y a cette limite de revenus auquel on n'est pas plus heureux, etc., etc. Mais je pense que ce qu'il faudrait surtout étudier, c'est le comportement des plus riches. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand on a 1 million, on veut 2 millions et qu'on est prêt à tout pour ça, il faudrait vraiment voir pourquoi ils réagissent comme ça. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai un peu Ça, de pouvoir, j'en veux beaucoup plus? ben ça s'explique assez bien. C'est vraiment une des propriétés de base de notre cerveau. Il y a deux phénomènes à ça qu'on appelle le tapis roulant hédonique et le tapis roulant social, on va dire, hein. Le Hmm. tapis roulant hédonique, c'est quelque chose qui relève vraiment de l'addiction. C'est-à-dire que lorsque j'ai obtenu quelque chose qui me fait plaisir, qui génère un plaisir, de toute façon, ce plaisir s'estompe dans le temps. Le plaisir est par nature éphémère. Il n'y a Hmm. pas de plaisir durable. On ne peut pas avoir un orgasme pendant 24 heures, quoi. On serait épuisé. Donc, par définition, le plaisir est instantané, mais il cesse assez rapidement. Donc, si on veut rehausser, maintenir son niveau de plaisir, il va falloir accroître la dose. Hmm. Et la dose peut être le niveau de vie, le niveau de consommation, le niveau de richesse, etc. Ça, Ouais, c'est ça qui nous tue, quoi. c'est ça qui nous tue. Et l'autre facteur, c'est le fait que les hommes étant des animaux sociaux, notre cerveau aussi nous conditionne pour atteindre dans la hiérarchie sociale le niveau le plus élevé possible.
Parce que de manière caricaturale, c'est le fait d'atteindre ce niveau le plus élevé possible qui nous permet d'optimiser nos chances de survie. C'est encore vrai, hein, plus on est riche, plus on vit longtemps en moyenne. Et Mhm. c'est aussi ce qui nous permet d'avoir le plus de partenaires sexuels. Et c'est aussi vrai, plus on est riche, plus on est séduisant et plus on peut avoir de relations sexuelles. Je veux dire, c'est des faits, hein, ce n'est pas des choses que Mhm. j'invente, c'est des faits. Donc, comme notre cerveau est régi par ces deux principes, il y a quelque chose de l'ordre de l'infini, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'espérer gravir des échelons en termes de position sociale ou de niveau de vie. Donc, c'est Mhm. infini. Ok. Donc, s'il n'y a pas de régulation externe, bah, il y a toutes les chances que ça continue jusqu'à Et qui voudra la exploser. mettre? Et qui voudra la mettre, la régulation externe? Il y a ça aussi. C'est ça tout le problème. Ouais. Mais toute société s'est construite à partir de régulation. Mhm. Il n'y a pas de société qui a pu se développer sans contrainte, ça n'existe pas. Mais ça, c'est une contrainte nouvelle qui n'a jamais existé de toute l'histoire d'Homo sapiens, Ouais. limiter sa consommation. Il Ça faudra, paraît tout bête, simple, mais c'est monumental. faudra C'est peut-être que monumental. du coup, les gens des pays riches ou les gens qui ont du pouvoir soient interrompus dans leur tapis roulant hédoniste et d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait un truc qui se brise et qui ne puisse pas continuer et qui fasse du Oui, coup qu'ils soient obligés de se remettre en question, qu'il y ait une sorte de c'est cassure vrai. du déplaisir, quoi. Mais cela dit, quand je fais des conférences, j'en ai fait pas mal ces derniers temps sur ce thème-là, et à la fin de la conférence, je pose la question aux auditeurs, je leur dis, est-ce que vous accepteriez de limiter la consommation comme je le préconise si tout le monde le faisait et si on nous garantissait que le faisant, on rendrait viable la vie sur Terre aux générations futures? Eh bien, quand je pose cette question, j'ai quasiment 99% de personnes qui disent oui. Oui, après, c'est des gens déjà sensibilisés qui viennent, etc. Oui, effectivement, mais Ouais. c'est quand même remarquable. C'est quand même remarquable. Ça veut dire qu'il y a aussi toute une partie de la population qui est capable Hmm. d'imaginer un mode de vie complètement différent. Mais alors justement, ça amène ma dernière question que j'ai retrouvée. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous avez concrètement calculé à quoi correspondait ce à quoi chacun aurait le droit? Parce que c'est facile de dire Oui. oui quand c'est abstrait, mais par exemple, par an, en fait, j'aurais le droit à quoi? J'aurais le droit de m'acheter deux t-shirts, une brosse à dents et Bah, alors, il est évident que, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais les modélisations qui ont été faites par les économistes montrent que cela entraînerait une baisse du niveau de vie importante, par exemple pour des gens comme moi. Je ne suis pas milliardaire, hein, je suis un professeur d'université, j'ai un salaire correct, mais qui n'est pas extraordinaire. Mais malgré tout, mon niveau de vie et donc mon niveau de consommation est déjà bien au-delà Hmm. de ce qu'il faudrait faire. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. En termes de quoi? En termes de biens, de services, aller au En restaurant, termes de prendre tout, l'avion? si je prends simplement le CO2, Hmm. hein, bon, c'est juste un élément, mais c'est pour donner une petite idée. L'émission de CO2 répartie équitablement sur la planète, de mémoire, c'est à peu près 1,7 tonne par an. Mhm. Bon, mais 1,7 tonne par an, c'est quoi? C'est grosso modo l'achat d'un ordinateur et demi. Hmm. C'est à peu près, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre, grosso modo, de parcourir, je ne sais pas, 40 000 kilomètres par an en voiture. Donc, c'est quand même relativement peu. Hmm. Euh, donc, Non, ce qu'il faudrait vraiment, c'est pouvoir racheter tous les crédits inutilisés vraiment dans les populations immenses et pauvres, ce qui leur permettrait plus ou moins de s'adapter, quoi. bien sûr, et puis il y a des tas de consommations, notamment ce qu'on appelle les consommations ostentatoires, qui n'ont aucune espèce d'utilité, mais qui participent énormément à la destruction de la planète.
Hmm. La personne qui décide de s'acheter, je ne sais pas moi, une Porsche qui consomme 12 litres au 100, c'est de la consommation ostentatoire. Il n'en a pas du tout besoin pour vivre, bien sûr. Hmm. Il contribue de manière massive à la destruction de la planète. Bon, moi, moi-même, je ne suis pas à l'abri de paradoxes et je le concède totalement. Je suis comme tout le monde. Je vis dans une maison qui fait 180 mètres carrés. Mes enfants n'étant plus là, on n'est plus que deux. C'est totalement insoutenable. Ouais. C'est totalement insoutenable. En Donc, termes de chauffage et tout ça, ouais. il est clair, il ne faut pas se bercer d'illusions, que se conformer aux limites de la planète impliquerait une baisse du niveau de vie. Mais par contre, ce qu'ont monté les économistes, c'est que on peut totalement maintenir ce qui est nécessaire à notre vie et même au-delà. Ouais. Parce que Après, sans s'en rendre voilà, donc ce qui est quand même limite dans les réponses des gens à vos conférences, c'est qu'au final, ils ne savaient pas exactement sur quoi ils s'engageaient. Si, parce que je leur ai montré au travers de différents Hmm. exemples que ça aurait des implications majeures sur leur niveau de vie. Par Oui, exemple, mais de dire moi, que ça a des implications majeures ou de le voir vraiment devant non, soi. mais je donne des exemples. Par Hmm. exemple, bon, moi, il se trouve que j'aime beaucoup voyager. J'ai de plus en plus de scrupules à voyager en avion parce que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça a eu un impact sur beaucoup de gens. Les calculs qui ont été faits par les économistes montrent qu'en grosso modo, en ayant une vie sobre, eh bien, les personnes pourraient utiliser, prendre un avion à titre personnel une fois tous les 3 ans, par Hmm. exemple. Voilà. Bon, évidemment, pour beaucoup, c'est impensable parce qu'il y a des gens qui se payent 3 ou 4 voyages en avion par an. Hmm. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Ok. Et ça, Ouais, tous les 3 ans, ça m'irait bien. Là, j'ai tendance je, à me je, je, l'interdire en ce moment, mais si j'ai le droit une je, fois tous les 3 ans, c'est cool. Eh oui. Et je trouve justement que, notamment, bon, les partis écologistes actuels ne sont pas assez honnêtes de ce point de vue-là. Et il faut être honnête et dire aux gens, oui, si l'on adopte un mode de vie compatible avec la survie sur cette planète, nécessairement, il va y avoir une restriction incroyable de notre niveau de vie. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Mais en même temps, cela peut présenter d'énormes avantages, notamment en termes de qualité de vie. Oui. Ok Thierry, merci Très beaucoup. bien. Ça a été un Merci. incroyable plaisir, comme d'habitude, de te parler et de vous parler. Je sais plus. Et en tout cas, bah, merci beaucoup, bonne continuation. Et puis j'ai hâte de voir la suite de ce que vous allez nous proposer. Ok, merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.